Merci beaucoup, Dr Amadoun Traoré. Pardon? Touré, pardon. Excusez-moi, autant pour moi. Et nous allons passer à la séance de discussion sur le thème harmonisation des réglementations vers un bouclier juridique sous-régional pour la protection des données. Le modérateur, c'est M. Brice Abba, Stakeholder Development Manager de Afrique. Il aura comme panéliste M. Bavon de l'autorité de régulation au Congo, Vincent Namrona de l'ARCA, ainsi que Dr Samuel Mouhidi de l'autorité de régulation au Burundi. Mes collègues du comité, veuillez nous aider à réaménager le panel. Bavon du Congo. Il n'est pas là? Vous êtes là. Bienvenue. Vincent de l'FCA. Vincent Namrona, je l'ai vu là-bas. Et Dr Samuel, juste le temps qu'il termine le réaménagement. Et vous êtes les bienvenus. Veuillez aussi préparer une bouteille d'eau pour chacun. Sinon, il risque d'avoir soif. Entre-temps, vous avez vu qu'il y a des sacs sur vos chaises. Ce sont vos cadeaux qui vous ont été offerts par le ministère des Finances, du Budget et de l'économie numérique à l'occasion de ce forum. N'hésitez pas de prendre ce qui vous est attribué. Et j'invite également ceux qui sont sur les chaises de derrière à occuper les places de devant. Évitons les vides devant. Laissez les vides derrière. Venez occuper les places de devant. S'il vous plaît. Il y a une maman ou une fille qui aurait oublié un petit sac à main, là où nous avons pris le petit déjeuner. Le sac se trouve maintenant dans le bureau numéro 3 en bas, au rez-de-chaussée. Bonjour à tous. Nous allons maintenant commencer. Alors, je me présente, je suis Brice Abba, ingénieur en sciences informatiques et responsable de l'engagement communautaire au niveau du registre régional Internet en Afrique. Alors, je vous dis bienvenue à IGF Afrique centrale, ici au Burundi. Alors, nous allons parler d'harmonisation des réglementations vers un bouclier juridique sous-régional pour la protection des données. Pour discuter cela, j'ai 3 panélistes. Nous avons Dr Vincent Namrona, nous avons Dr Samuel Mouhidi, et nous avons le représentant de la RDC qui nous entretiendront sur les différents points que je viens d'énoncer. Alors, avant de commencer, j'aimerais donner la parole à chacun des panélistes déjà pour se présenter, pour nous parler un peu de leur parcours, leur expérience en matière de régulation. Donc, je commencerai, la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous sommes au Burundi, donc je commencerai par Dr Samuel. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous présenter votre expérience en matière de régulation? Merci beaucoup. Moi, c'est Samuel Mouhidi, le directeur général de la RCT. Actuellement, avec le développement de nouvelles technologies numériques qui façonnent les modalités de connexion, de commerce et d'apprentissage,
nous, les régulateurs, en particulier la RCT, devons intégrer de nouveaux mécanismes de régulation, des mécanismes basés sur l'innovation, basés sur la collaboration, mais aussi basés sur les nouvelles technologies de l'information. Nous avons, dans ce cadre, commencé par la mise à jour de l'écosystème réglementaire, en particulier le code de communication électronique qui trace la voie sur la mise à jour, la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité actuelle. Dans ce cadre, plusieurs chantiers de cadres réglementaires ont été initiés. Certains ont déjà été adoptés, d'autres sont en cours d'adoption. Ce qui nous permet quand même d'avoir des outils adaptés pour la régulation, mais aussi pour cadrer le développement numérique au Burundi. Actuellement, le marché de TIC au Burundi comprend 4 opérateurs mobiles, 8 fournisseurs d'accès Internet, y compris des services satellitaires. Nous avons 3 opérateurs d'infrastructure avec la fibre optique qui couvre toutes les provinces du pays, mais aussi d'autres initiatives sont en cours, notamment en matière de connectivité RILA, avec l'appui des partenaires au développement, l'appui financier des partenaires au développement, dont la Banque mondiale. Des incitations pour la connectivité rurale sont mises en place, notamment à partir des mécanismes d'accompagnement financier par des enchères inversées où l'État, à travers les partenaires financiers, subventionne l'extension des services dans les milieux ruraux. Ces actions sont coordonnées notamment grâce au cadre institutionnel mis en place, qui comprend le régulateur, qui est la RCT, sous la coordination du ministère sectoriel, le ministère des Finances, du Budget, de l'économie numérique, mais aussi d'autres partenaires publics, dont le secrétariat exécutif de TIC, le Fonds de services universel, mais aussi d'autres acteurs privés œuvrant dans le secteur des communications électroniques au Burundi. Actuellement, nous observons une dynamique en matière de connectivité Internet par rapport aux années passées. On n'est pas encore très loin, mais actuellement, nous pouvons compter un taux de pénétration Internet de 27% comparé à 22% l'année passée. Avec un taux de pénétration à la téléphonie mobile estimé à 76%. En matière d'inclusion financière, nous observons aussi un développement conséquent des services financiers mobiles. Je dirais que c'est le segment du marché qui est très dynamique au Burundi, mais aussi une tendance accélérée au développement des plateformes et autres startups. Plusieurs initiatives ont été mises en place d'accompagnement. On a hier parlé du programme d'automatisation des jeunes qui appuie dans le développement des startups. Il y a aussi d'autres programmes, notamment pour l'automatisation des femmes, mais aussi d'autres initiatives de connectivité
à travers des centres communautaires dans différents lieux. En matière de formation, des hubs d'accompagnement sont également appuyés à travers le ministère en charge de l'économie numérique, mais aussi et particulièrement une institut numérique, de technologie numérique a été mis en place qui offre des formations dédiées pour l'accompagnement des jeunes et cadres dans l'acquisition des compétences numériques actualisées. Voilà donc en un peu de mots le cadre général de l'économie des nouvelles technologies au Burundi. Merci. Ok, merci docteur. Donc vous nous avez présenté un peu l'état des efforts et des actions qui sont menés par le régulateur ici au Burundi. Donc nous allons aussi aller du côté de la RCA, ok, pour essayer aussi de prendre un peu le pouls de la situation des efforts menés là-bas déjà en matière de régulation. Donc, docteur, vous vous présentez, parlez un peu de votre expérience et puis donnez-nous un peu l'état de santé de la régulation là-bas en RCA. Merci pour cette opportunité. Je suis docteur Vincent Namorona, je suis ingénieur en télécommunications à la base. Je travaille dans le secteur depuis 27 ans aujourd'hui. Non seulement je travaille dans le secteur dans la régulation des communications électroniques, et j'ai également travaillé dans la régulation des médias dans notre pays. Donc ma spécialité c'est les réseaux d'accès. Donc j'ai d'abord commencé ma carrière chez les opérateurs de téléphonie mobile en tant que Radio Access Network Manager. C'est comme ça que les anglophones disent, avant que je ne puisse être recruté chez les régulateurs pour continuer à travailler dans l'harmonisation, ou du moins l'assignation des fréquences, l'attribution des bandes de fréquences aux opérateurs, les fréquences et les plans de numérotation également dont ils ont besoin pour travailler. Et à côté, j'enseigne les sciences de l'information et de la communication à l'université. Ceci dit, la Centrafrique qui revient de très loin, je pense que vous suivez l'actualité. Aujourd'hui, le marché est occupé par 3 opérateurs de téléphonie mobile qui sont tous à la 4G. Donc, le gouvernement a bien voulu leur délivrer une licence 4G qui leur permet déjà d'offrir des services à base de cette technologie-là. Nous avons la fibre optique qui a été déployée grâce au projet financé par la Banque mondiale. Le projet CAB, CAB. Donc, la capitale Bangui aujourd'hui ceinturée par un backbone à fibre optique. Donc, complètement déployé et en cours d'utilisation, ce qui a permis donc d'améliorer sensiblement la qualité de la connexion Internet et ça a également boosté un peu le taux de pénétration d'Internet. Bon, les derniers chiffres que j'ai aujourd'hui parlent de 16%, c'est pas grand-chose. Mais comparativement à ce que nous avions avant le déploiement et la mise en service de la fibre optique, il y a une grande différence. Nous sommes passés de 11% à 16% aujourd'hui. C'est encourageant, mais les efforts sont en cours pour booster, pour faire en sorte que les non connectés soient connectés et que le taux de pénétration à Internet soit à la hauteur de nos ambitions. On a déployé un backbone depuis le Cameroun parce que vous savez que nous sommes un pays continental, nous n'avons pas accès à la mer. Donc il y a un backbone, il y a eu un backbone à fibre optique qui quitte le port de Kribi au Cameroun, qui va parce que nous sommes frontaliers du Cameroun. Le Cameroun se trouve à l'est du pays. Le Cameroun étant un pays qui a accès à la mer, il y a un point d'atterrissement qui se trouve au port de Kribi, qui permet donc de connecter le pays avec un backbone fibre optique jusque dans la capitale. Donc tout le long de la route, ça fait 1200, 1300 kilomètres
donc qui relie les deux pays directement au grand câble sous-marin qui se trouve au port de Kribi au Cameroun. C'est ça qui nous a permis donc d'accéder à Internet. On a un opérateur d'infrastructure qui s'appelle Baobab. C'est une succursale de l'opérateur sud-africain MTN, auquel le gouvernement centrafricain a fait ce qu'on appelle une délégation de service public, une DSP. Donc, le gouvernement centrafricain donc a délégué ce pouvoir à Baobab, qui gère la fibre. Donc, il est opérateur d'infrastructure et les 3 opérateurs de téléphone mobile viennent louer de la capacité chez l'opérateur d'infrastructure Baobab pour leur permettre d'offrir leur service aux consommateurs. Voilà comment ça fonctionne. Et d'autres efforts sont en cours pour interconnecter dans un second lieu les grandes villes du pays au backbone qui se trouve dans la capitale. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma, on quitte le port de Kribi au Cameroun, on arrive à la capitale et à partir de ce backbone à fibre optique, on ceinture la capitale avec un autre backbone à fibre optique et on commence maintenant à dispatcher chez les opérateurs, chez les utilisateurs finaux et les entreprises qui se trouvent dans la capitale. Et cette fibre optique-là, les capacités sont louées par les 3 opérateurs de téléphonie mobile pour offrir les différents services, les appels internationaux, parce que les 3 opérateurs sont également des fournisseurs d'accès à Internet. À côté de la téléphonie mobile, à côté des services à côté, ils sont également des fournisseurs d'accès à Internet. Et récemment, le gouvernement vient d'autoriser Starlink. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Starlink du milliardaire donc ça permet, donc il y a Starlink qui vient d'être autorisé il y a moins d'1 an, donc qui est également qui fournit l'accès à Internet, mais cette fois-ci via satellite, pas via la fibre optique. Donc Starlink est essentiellement déployé dans les zones difficiles d'accès, dans les zones où le déploiement de la fibre optique coûterait cher. Donc l'alternative que le gouvernement a trouvée, c'est d'autoriser Starlink à offrir son service dans les zones reculées, les petits villages, là où les ONG humanitaires exercent pour venir en aide à la population. Ok. Donc, docteur, donc vous venez de nous présenter un pays qui est en chantier, où il y a énormément de travaux qui sont en cours, et il y a aussi des challenges dont on parlera nécessairement tout à l'heure. Alors maintenant, pour terminer les notes préliminaires, je voulais passer la parole à Maître. Maître Vavoun, est-ce que vous avez préparé une note pour... c'est plutôt sur... Voilà. Donc, pour nous présenter un peu l'écosystème là-bas, au Congo, en matière de régulation, et aussi profiter, nous donner les rapports que vous avez là-bas entre le régulateur et les acteurs des TIC, les fournisseurs d'accès Internet. Comment sont vos rapports là-bas avec eux, et on pourra ensuite attaquer directement. Allez. Merci beaucoup. C'est Maître Bavon Kabamba. Je suis responsable du contentieux au sein de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications qu'on appelle RPTC en RDC. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans ce secteur-là. Avant, j'exerçais comme avocat dans les affaires. Ok. S'il faut dire brièvement, en ce qui concerne le cadre réglementaire du numérique en RDC, il faut d'abord parler du plan national du numérique. Ça fait un peu plus politique. Mais sur le plan purement juridique, nous avons la base qui est le Code du numérique, institué par l'ordonnance loi 23 du 13 mars 2023. Et jusqu'à ce jour ici, il y a plusieurs actes réglementaires qui sont en chantier pour mettre concrètement le numérique en
en acte. Et l'autorité de régulation en séjour ici. L'ARPTC joue le rôle de régulateur en matière des données à caractère personnel. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons un ministère qui est effectivement consacré à l'économie du numérique. Alors, quant à ce qui concerne brièvement l'écosystème de TIC en RDC, nous avons plusieurs grands opérateurs en téléphonie mobile, mais les plus importants sont au nombre de 4 et plusieurs FAI. Ils utilisent la fibre optique. J'ai entendu de l'autre côté aussi, on nous a parlé de Starlink. Nous avons aussi Starlink depuis l'année passée, qui est autorisé à exercer chez nous comme opérateur. Alors, s'il faut parler des relations entre le régulateur et les opérateurs, en tout cas jusqu'à ce jour, nos relations sont plus ou moins bonnes. Et le régulateur fait son travail de contrôler, d'autoriser, et les opérateurs, ils font aussi leur travail. Effectivement, il y a toujours du travail à faire par rapport à la qualité des services qu'on doit suivre à tout moment, mais à l'état actuel, on peut considérer que globalement, ce qui se fait est satisfaisant. Nous sommes aussi pratiquement en chantier, en tout cas en ce qui concerne le cadre des données personnelles. Nous sommes en train de travailler pour effectivement que ces chantiers puissent être totalement achevés. Voilà un peu brièvement ce que je pouvais dire sur ça. Alors, merci maître. Alors, je vais directement passer à Dr Vincent pour la question. Alors, nous parlons de réglementation. Aujourd'hui, nous sommes dans la régulation. Nous voyons des règles qui nous permettent d'encadrer des secteurs. Et à côté de ça, on a l'harmonisation qui permet de faire en sorte que ces différentes règles-là puissent être cohérentes entre elles. On parle énormément de protection des données dans nos États aujourd'hui. Pourquoi pour vous, il est aussi aujourd'hui important de garantir la protection des données de nos concitoyens africains, tout en sachant que la plupart des données que nous avons sont hébergées à l'extérieur. Donc, la problématique est assez complexe. Néanmoins, nous parlons de protection des données. Comment, dans ce contexte où les données ne sont pas hébergées dans nos différents pays, peut-on garantir la protection des données de nos concitoyens? Merci pour cette question pertinente. Vous savez que la souveraineté passe également par la capacité de chaque État à pouvoir conserver ces données sur son propre sol. Parce qu'il y a des questions de sécurité également qui sont liées à ces données-là. Donc, si vous faites loger, vous faites héberger vos données à caractère personnel surtout, hors du territoire national, c'est une partie de votre souveraineté que vous avez déportée, que vous avez cédée à un pays tiers. Et votre sécurité également, vous l'avez cédée, vous devez à ce moment-là numériquement vulnérable. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que chez nous en Centrafrique, depuis 2024, on a une loi qui porte sur la protection des données à caractère personnel. Et c'est géré, la gestion est confiée à une agence, à une autorité administrative qui est chargée donc de veiller à la collecte et à la protection de ces données à caractère personnel. Donc, moi, je suis totalement pour que tous les États africains, notamment ceux de la CEAC, puissent héberger leurs données chez eux, sur leur territoire national, parce qu'il y va de leur sécurité. Quand je dis données à caractère personnel, c'est toute information permettant de vous identifier directement ou indirectement. Le numéro de votre passeport, le numéro de votre carte nationale d'identité, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, etc., etc. Tout ça là, ça permet de vous identifier. Donc, moi, c'est extrêmement important puisque nous revendiquons notre souveraineté sur tous les plans, y compris la souveraineté numérique. Il faudrait que nos données sensibles soient hébergées chez nous, sur le territoire africain, dans nos pays respectifs. C'est très important. Si vous donnez cette possibilité à un partenaire ou bien à un pays, à un partenaire multilatéral ou bilatéral d'héberger vos données,
le trafic, le volume de trafic que vous écoulez, le contenu de vos échanges téléphoniques, les échanges d'emails, etc., numériquement, vous n'êtes pas souverain. C'est pour ça que la bataille aujourd'hui, pour nous, Africains, c'est de conserver nos données chez nous, que ça soit bien protégé. D'où la mise en place des data centers. Ça coûte cher, mais il faut y aller. Il faut mettre en place d'abord le cadre juridique. C'est le cas chez nous, on en a déjà un. Il faudrait que ça soit harmonisé aussi. Hein, que nous ayons un cadre juridique harmonisé. C'est-à-dire que ça soit la même chose sur l'ensemble des États membres de la CEEAC. Pour que chaque État puisse conserver ses données et correctement sur son propre territoire. Ok. Donc, merci, Dr. Vincent. Alors, Dr. Samuel, est-ce que vous pouvez donner les initiatives en la matière? Parce qu'on parle de protection des données. Est-ce que vous avez des initiatives pour rapatrier les données? Est-ce que vous avez des initiatives pour parler avec les GAFAM qui hébergent vos données à l'extérieur, les données de vos concitoyens à l'extérieur? Est-ce que vous avez ce type d'initiative ou quels sont les points, les pistes qui vous permettent de vous assurer que vos concitoyens ici au Burundi aient les données sécurisées? Vous savez, en matière de régulation, je ne dirais pas qu'on a un ennemi commun, on a des objectifs communs. Et quand vous regardez, l'harmonisation des cadres réglementaires permet en quelque sorte d'élargir le marché. Et quand vous élargissez le marché, vous l'ouvrez aux opérateurs et autres fournisseurs étrangers de services, et ça va de pair avec la gestion et la protection des données. On parle de l'harmonisation, c'est en tant que régulateur, on n'invente pas les roues. Au niveau du Burundi, des cadres dans ce sens ont été développés. Actuellement, nous avons le code de communication électronique qui encadre une partie, mais aussi nous avons la loi portant répression de la cybercriminalité qui aussi encadre dans ce sens. Mais spécifiquement, nous sommes en cours d'adoption de la loi sur la protection des données. Ça nous permettra, dans cet écosystème réglementaire sur la protection des données, d'orienter les modalités, les processus de collecte, de gestion, d'utilisation, d'accès aux données, que ce soit les données à caractère personnel ou les données sensibles aux entreprises. Des consultations dans ce sens ont été conduites, mais aussi il est prévu la mise en place d'une institution spécifique chargée de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette loi de la protection des données. Ok, merci. Je vais m'arrêter là sur ce que vous venez de dire. Alors, la mise en place d'un organe pour s'assurer que toutes les initiatives que vous prenez là-bas soient exécutées. Alors, je voudrais faire vous, monsieur Maître Bavoum. Alors, vous avez été avocat, donc vous étiez du côté de la société civile. Vous êtes aujourd'hui sur le régulateur, donc vous connaissez les deux côtés. Quelle est l'importance de la société civile dans l'harmonisation de ces textes? Parce que nous avons vu que Dr Vincent et Dr Samuel nous ont parlé de l'importance d'harmoniser les lois au niveau de l'Afrique centrale. Comment est-ce que vous voyez l'implication de la société civile? Donc, d'un modèle multi-acteur, parce qu'on parle de gouvernance Internet, on parle de modèle multi-acteur, on a État, secteur privé, société civile, communauté, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez l'implication de ces acteurs-là dans ce projet d'harmonisation de ces lois au niveau de la CEEAC? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Un petit mot sur ce que les autres ont dit avant de répondre à votre question. Oui, allez-y. En réalité, la souveraineté numérique, c'est ça vraiment l'idéal, c'est là où nous devons tendre. Chaque État doit avoir ses infrastructures pour protéger effectivement les données. Bon, mais pour l'instant,
n'ayant pas des infrastructures, nous tendons bien sûr à avoir des infrastructures. Pour l'instant, on travaille en partenariat avec ceux qui sont à l'extérieur, en les soumettant aux clauses de confidentialité, ainsi de suite. Par exemple, notre réglementation a autant de clauses pour protéger. Alors, nous soumettons ceux-là, les partenaires, à ces instructions pour qu'ils sachent protéger les données comme s'ils étaient chez nous. Alors, par rapport à l'importance de la société civile, moi je crois que la société civile a un très grand rôle à jouer parce que c'est elle qui est vraiment au contact plus proche du peuple ou de la population. Et au travers de la société civile, on peut facilement vulgariser les lois, le contenu des règlements, de telle sorte que toutes les couches s'approprient ce qui concerne les données à caractère personnel. Alors, la société civile aussi permet de former des couches et d'amener en quelque sorte l'inclusion numérique, parce que au travers d'elle, il y a moyen de propager tout ce qui concerne le numérique dans toutes les couches de la population. En tout cas, à mon avis, je crois que la société civile a un très grand rôle à jouer. Merci, maître. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le rôle de la société civile? Sinon, j'ai une autre question. Oui, en Centrafrique, la société civile joue un rôle extrêmement important. C'est un outil de lobbying. Il y a une association qu'on appelle l'association des consommateurs des services numériques qui veille aussi sur la qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile aux abonnés, à la population. Dès qu'il y a le moindre, il veille sur ça. Par exemple, le plan tarifaire, est-ce que c'est correctement respecté? Est-ce que lorsque vous appelez pour 1 minute, vous êtes facturé pour 1 minute? La société civile veille sur ça. Dès le moindre, quand il y a le moindre problème, ils sont tous en train de hurler. Ils montent au créneau, ils dénoncent, ils disent la qualité de service, de la communication de tel opérateur, à tel secteur, les appels ne passent pas bien, à tel secteur, il y a des difficultés d'accès, etc. Donc, ils ne font que ça tout le temps. Et ça fait que ça met beaucoup de pression sur les opérateurs, aussi bien sur les opérateurs que sur les décideurs. Donc, tout le monde est obligé de jouer correctement son rôle pour que les services qui sont offerts aux consommateurs soient avec un minimum de qualité. Et ça a toujours fonctionné. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que comme mon collègue l'a dit, la société civile est beaucoup plus proche de la population que les décideurs. Donc, ils connaissent mieux, ils palpent tous les jours les problèmes du public. Donc, ils essaient de remonter ces problèmes-là au niveau des décideurs, en maintenant beaucoup de pression pour que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes-là. Donc, chez nous, la société civile ne joue pas, ne patine pas. Dès qu'il y a des problèmes, ils sont chez les opérateurs. Sur les 3 réseaux, ils sont là, ils tapent sur la table, disent attention, on n'est pas content parce que les appels passent très difficilement chez vous. On n'arrive plus à recharger nos... Ok, donc en fait, la société civile joue le rôle au-delà du rôle de passeur d'informations, qui divulgue, qui propage. Ensuite, vous nous parlez du rôle d'alerte. Ils font la police sur les services qui ont été promis. Est-ce que c'est les services qui ont été reçus? Alors, Dr Vincent, est-ce que, au-delà de ces 2 rôles que la société civile joue, on a vu qu'ils font des alertes, ils font de la divulgation. Est-ce qu'au-delà de ça, ici au Burundi, la société civile est plus active? Est-ce qu'on a une société civile qui propose des droits? Est-ce qu'elle est organisée? Est-ce qu'elle peut contribuer à l'harmonisation de ces lois-là? Vous savez, en matière de régulation, en matière de régulation, le régulateur se doit d'être transparent envers les opérateurs, envers les utilisateurs. Mais dans le cadre réglementaire ou dans le processus de mise en place des cadres réglementaires, l'implication des acteurs privés, notamment des représentants des consommateurs, est très importante. Au Burundi, dans ce cadre, nous nous appuyons sur
des organes. Il y a la chambre sectorielle TIC qui réunit l'ensemble l'ensemble des sociétés foncières de services TIC, mais aussi avec l'association des consommateurs. Bien évidemment, les opérateurs fournisseurs de services sont aussi régulièrement confiés à la discussion dans le processus de mise en œuvre du cadre réglementaire. Le rôle étant défini du fait que si je permets, ils sont consultatifs, c'est-à-dire que dans l'écosystème du Burundi, la société civile, au-delà de lancer des alertes, au-delà de divulguer l'information, est aussi consultée lorsqu'on veut proposer, on veut travailler. Donc, c'est dans ce cadre de transparence-là, c'est ce cadre de transparence que vous voulez faire monter, n'est-ce pas? Effectivement, ça arrive même qu'il y ait une réglementation non pas très bien comprise par les utilisateurs. Des fois, nous recevons des demandes formelles de clarification émanant de l'association des consommateurs. Ça nous rappelle, en quelque sorte, à l'ordre de clarifier ou de communiquer auprès des utilisateurs certaines modalités qui ne sont pas. Okay. Beaucoup, docteur. Alors, je voudrais maintenant qu'on change disons, de position. On vient de parler de la société civile. L'Union africaine vient de faire sa réunion au niveau d'Addis Abeba. Alors, M. Baboum, quel rôle peut jouer les organisations sous-régionales dans l'harmonisation des lois qui protègent les données privées de nos concitoyens ici en Afrique centrale? Et puis, est-ce que l'ARTA peut être utilisé à cette fin? Vous, en tant qu'avocat, je pense que vous aurez pas mal de choses à nous dire. Oui, merci beaucoup en tout cas. Je crois que pour commencer avec la deuxième sous-question, l'attaque a un rôle primordial dans cette harmonisation des cadres réglementaires. Dans la mesure où on peut trouver des cadres réglementaires disparates dans chaque pays, mais si on les met ensemble, on trouve les cadres qui ont plus ou moins réussi mieux dans tel ou tel pays, on peut les harmoniser pour les capitaliser, pour en faire une loi qui concerne toute la région. Vous avez dit la première question, c'est encore quoi? La première sous-question? C'était si le rôle des organisations sous-régionales. Donc, est-ce que l'ARTA peut jouer ce rôle? Ouais. Et puis, est-ce qu'il est aussi important d'avoir une autre organisation pour gérer tout ce qui est protection des données? Est-ce que l'ARTA doit combiner cela? C'est la question, je la poserai aussi aux autres panélistes. Est-ce que vous pensez que on doit confier ce rôle-là de protection des données qui est plus pour la population à l'ARTA qui est dans la régulation, ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle institution pour cela? Donc, maître, si vous finissez ensuite. Voilà. Bon, à mon avis, on peut maintenir l'attaque comme telle et puis créer une commission, quelque chose comme ça, qui peut prendre en charge l'aspect de la protection des données. Bon, l'idée de créer une autre organisation, bon, en tout cas personnellement, je ne suis pas pour le moment favorable, mais c'est pas exclu. Mais l'idée, c'est qu'on peut créer une commission au sein de l'attaque pour gérer cette matière. OK. Alors, docteur Mandroma, est-ce que vous partagez son avis? Non, vous savez, le problème, déjà, je vous ai dit, tout ce qui est protection de données, ça relève d'abord de la souveraineté nationale du pays. La meilleure solution ne serait pas de la confier à une organisation sous-régionale. En revanche, l'ARTAC, c'est une association, ça signifie Association des régulateurs de télécommunications d'Afrique centrale. C'est une association. Elle est là, si vous voulez, elle joue le rôle d'intermédiaire. Elle permet d'interconnecter tous les régulateurs de télécommunications de l'Afrique centrale, les 6, je veux parler de la CEMAC, il y en a 6, hein,
d'interconnecter et de jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux, animer, encourager les uns et les autres à se mettre ensemble, parce que quand on est seul, on est faible, quand on est ensemble, on est plus fort. Donc, la solution, c'est pas de confier à une organisation sous-régionale la protection des données, mais les organisations sous-régionales comme la CEAC, la CEMAC, la CDAO, tout ce que vous voulez, la SADC, etc., elles sont là pour aider les États à s'interconnecter les uns aux autres, à encourager tout le monde à conserver ces données, chaque État membre sur son propre sol, et en faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique harmonisé. C'est-à-dire que vous venez au Burundi, c'est la même loi, vous allez au Rwanda, c'est la... Non, le Rwanda n'est plus dans la CEAC. Vous allez au Gabon, c'est pareil, vous allez en Centrafrique, c'est pareil, c'est ça, donc une loi unique. Au niveau de la CEMAC, on est déjà avancé. Il y a plusieurs directives de la CEMAC qui est aujourd'hui mise en application par les États membres de la CEMAC, ils sont 6, concernant par exemple le roaming, hein, l'itinérance internationale. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est appliqué. C'est grâce à la CEMAC qui a réuni tous les États membres, les 6, pour leur permettre de mettre en place cette directive-là. C'est la même chose pour la protection des données. C'est la même chose pour l'interconnexion des réseaux qui se trouvent dans les États membres de cette organisation sous-régionale. Donc, moi, mon point de vue, c'est de ne pas créer une organisation sous-régionale supplémentaire. Je crains que ça soit une organisation de plus qui serait budgétivore, qui serait budgétivore et qui ne donnerait peut-être pas satisfaction parce que c'est de l'argent public qui serait dépensé. Donc, continue à conjuguer leurs efforts, à faire en sorte que les États se mettent ensemble et mettent en place un cadre juridique harmonisé qui puisse servir dans l'ensemble des États de la CEAC. Ok, merci, docteur Vincent. Alors, docteur Samuel, est-ce que vous partagez l'avis du docteur Vincent d'utiliser les organisations existantes pour aider à aller vers l'harmonisation plutôt que de créer une organisation dont la mission serait l'harmonisation? Vous savez, je crois qu'il est important de regarder l'aspect protection des données d'abord. Protection des utilisateurs, des consommateurs. Parce que les données, ce sont les données des utilisateurs. Quand vous regardez la responsabilité et la mission liée à la protection des consommateurs, vous comprendrez l'importance d'avoir des cadres précis et contraignants en matière de protection des données au niveau régional. Au niveau de la CAC, nous avons déjà l'ARTAC. C'est vrai que c'est une association de régulateurs, mais si on parle de l'harmonisation des cadres réglementaires, on harmonise ce qui est déjà dans chaque pays. Or, quand ce cadre réglementaire est harmonisé, il est plus facile et plus prévisible de faire respecter la protection du consommateur ou des données du consommateur dans notre pays. Alors, c'est là où réside le rôle de l'ARTAC. En tant que régulateur, on doit avoir un cadre de communication, surtout pour des défis liés à la protection des données, à la protection des consommateurs, que ce soit dans le cadre des initiatives régionales, que ce soit dans le cadre des projets. Et je crois que si l'ARTAC, qui est composé par les régulateurs, est doté des cadres contraignants, on n'aura pas besoin de créer un autre organisme de protection des données sous-régionales. Mais d'accord. Donc, sur ce sujet, je pense que vous êtes à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire pas créer, mais trouver un moyen de pouvoir fédérer les efforts au niveau de chaque pays. Alors, on nous tirons maintenant à la fin. Je sais que le débat est passionnant, mais j'ai une question pour vous tous aussi. En commençant par Maître Bavoum. Alors, l'harmonisation est-elle compatible à la souveraineté numérique? Excusez? L'harmonisation
est-elle compatible à la souveraineté numérique? Parce qu'on a parlé de rapatrier nos données, avoir la maîtrise des infrastructures, avoir la maîtrise des technologies. En même temps, on a dit, ah, attention, il faut que ma loi soit la même, etc., etc. Est-ce que les données d'ici peuvent être sauvegardées? Bref, est-ce que cette harmonisation-là ne rentre pas en conflit par droit avec la souveraineté numérique? Non, à mon avis, non. L'harmonisation c'est l'harmonisation du cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'on veut arriver, comme le collègue l'a dit, à un cadre réglementaire qui est plus ou moins unique pour la sous-région, pour la région. Alors, chaque État va garder sa souveraineté par rapport à ses infrastructures. Je ne pense pas que on va demander aux États membres de transférer leurs données dans un autre État, non. On dit simplement qu'on aura un cadre réglementaire unique qui va régenter l'ensemble des membres de la région pour faciliter, c'est pas, hein, pour harmoniser, comme on l'a dit, les textes, l'application de tous les textes dans tous ces pays. Ce n'est pas que cela, à mon avis, ne contrarie pas la souveraineté des données. Ok. Allez, merci. Alors que je vois que vous partagez cet avis, donc on va pas arriver là-dessus, on va avancer. Est-ce que vous voyez, Dr Samuel, si vous avez envie d'ajouter, que vous, assez brièvement, mais est-ce que vous voyez des obstacles à cette harmonisation en Afrique? Parce qu'on a énormément d'initiatives africaines qui rencontrent beaucoup de difficultés. Est-ce que déjà, en termes d'harmonisation des lois concernant la protection à caractère de données, la protection des données personnelles, est-ce que vous voyez des obstacles? Et si vous essayez de les énumérer pour que ceux qui prennent des notes puissent déjà avoir des bullet points pour la conclusion. Oui, il y a vraiment des défis. Il y a des défis et pas les moindres. Il y a d'abord le défi lié à la sécurité, mais aussi à la fiscalité. Chaque pays a ses défis budgétaires, mais aussi ses objectifs sécuritaires qui peuvent influer sur la loi commune. Donc, ça, c'est un défi majeur. Mais aussi, il y a les inégalités en matière de maturité numérique. Vous trouverez qu'il y a, que si dans des pays, on est à 80% en matière de pénétration Internet, et dans d'autres pays, on est encore à 30%, la politique ou la stratégie peut ne pas être exactement harmonisée ou facilement harmonisée vis-à-vis de ces besoins souverains du pays. Donc, je crois que ce sont des défis importants. Ok, merci. Donc, pendant que vous pensez aux défis, on va profiter de prendre deux questions dans l'audience assez rapidement parce que nous sommes à la fin de la table ronde. Donc, pendant qu'on prend les questions, oui, allez-y, monsieur, docteur, pour... Oui, moi, je pense que le défi, il est d'abord politique. Vous savez que l'adoption d'une loi, l'adoption et la promulgation d'une loi, elle est d'abord une activité politique. Ce ne sont pas nous les techniciens qui décidons. Nous proposons les projets, nous mettons les propositions, les idées sur la table. Et c'est aux politiques de décider de l'intégrer dans un arsenal juridique ou pas. Parce que c'est pas le régulateur n'est pas législateur. Est-ce que vous voyez? Donc l'initiative doit être politique et venir des décideurs politiques. Si vers l'harmonisation, c'est-à-dire faire en sorte que les lois en matière de protection de données soient les mêmes partout dans les États membres de la CEMAC, ben, on va y aller. Est-ce que vous voyez? Donc, ok. Voilà. Donc, je vois déjà deux grands obstacles. Le premier, c'est l'inégalité technologique qui pourrait être un obstacle. Le deuxième, c'est la barrière politique. Donc, Maître Bavoum, avant qu'on vienne vers vous, on va prendre déjà une question. Nous avons deux questions. Donc, nous avons une question là-bas, puis ensuite, on prendra la vôtre.
On prendra 2 questions.